Bonjour, ici Magali Lavielle de La Vie et les Rêves. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Olivier Roland, qui est l'auteur du livre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, qui sort Bonjour. vendredi. Bonjour Olivier. C'est ça, ce magnifique livre. Voilà. Alors Olivier, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis j'aime bien me définir comme prof de liberté, puisqu'en fait, j'enseigne la liberté à des entrepreneurs et des aspirants entrepreneurs, notamment en leur partageant comment créer une entreprise qui est au service de leur vie, et aussi comment être libre dans sa tête. Ça passe notamment par le développement personnel. Euh, et aujourd'hui, bah voilà, j'ai une chaîne YouTube et des blogs qui reçoivent environ un demi-million de visites par mois, tout réseau confondu. Et j'adore ce que je fais. Et donc j'ai une entreprise, cette entreprise, je peux la gérer entièrement sur le web. Et du coup, ça me donne, si tu veux, la liberté de pouvoir voyager 6 mois par an, pas parce que je dois le faire, mais parce que j'adore ça. Très bien. Et donc là, après 4 ans de travail, tu sors ton livre. Qu'est-ce que ça fait du coup de l'avoir entre les mains, cet Écoute, ouvrage? je l'ai lu pour la première fois dans les mains il y a quelques jours. Et c'est vrai que ça fait, j'ai mis 3 ans et demi à l'écrire. Ça fait 4 ans que j'y pense. Et waouh, c'est vrai que c'était un moment émotionnel quand même, je dois avouer. C'est quand même quelque chose, ouais. J'imagine. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce livre, les sujets que tu abordes, voilà, le contenu un peu. Oui, bien sûr. Bah, en gros, tu as trois grandes parties. La première partie, c'est une critique du système éducatif. Pourquoi il est obsolète et pourquoi eh bien, il est vain d'attendre qu'il se réforme. La deuxième partie, c'est comment hacker son éducation en apprenant à apprendre, en boostant son intelligence et en développant sa volonté. Et la troisième partie, c'est comment avoir une entreprise qui est au service de sa vie plutôt que sa vie soit au service d'une entreprise. Alors, en fait, tu parles un peu du système éducatif et de la vie que ça engendre dans ton livre. Alors moi, je suis un peu un produit du système parce que j'ai fait des études, je les ai réussies, j'ai été salarié pendant des dizaines d'années, enfin une dizaine Mhm. d'années. Toi, à l'inverse, tu as créé ta première entreprise à 19 ans, tu encourages les gens à entreprendre. Alors, si la question est la suivante, pour toi, quelles sont les raisons pour lesquelles il faut mieux être entrepreneur aujourd'hui que salarié? C'est une très bonne question. Il y a plein de raisons, si tu veux. Je démarre d'ailleurs ma deuxième partie, enfin la troisième partie sur l'entrepreneuriat, par les 12,5 raisons pour lesquelles c'est mieux d'être entrepreneur que salarié. Je peux t'en donner quelques-unes si tu Ouais, veux. avec plaisir. Euh, donc, la première raison, c'est l'expérience. On acquiert une expérience beaucoup plus rapide quand on est entrepreneur parce que on fait beaucoup plus de choses avec beaucoup plus de motivation aussi souvent. Et ça nous donne tout de suite une expérience incroyable. Tu apprends des choses à une vitesse ahurissante. Ensuite, le diplôme, ça c'est important. Je discutais justement récemment avec quelqu'un en lui disant que créer une entreprise, c'est une des meilleures manières de complètement dépasser les discriminations. Alors, c'est pas vrai tout le temps pour tous les types d'entreprises, mais tu as beaucoup moins de discrimination quand tu es entrepreneur, que ce soit au niveau racial ou du sexe, ou également au niveau de ton diplôme. Ce qui, à part dans quelques professions réglementées comme les avocats, les médecins, etc., personne te demande ton diplôme quand tu es une entreprise. Tout le monde s'en fout complètement. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire soit une bonne prestation de service, soit un bon produit. C'est ça qui est marrant. C'est que si tu veux, moi par exemple, ma première boîte, c'était une boîte de services informatiques. Et j'ai travaillé dans des entreprises en tant que prestataire, ils m'ont jamais demandé mon CV, ça les intéressait pas. C'est fou parce que s'ils avaient voulu recruter exactement le même profil que moi en interne, ils auraient demandé un CV, un diplôme. Tu vois, c'est une sorte de rituel. Mm. Alors que pour les prestataires, on l'a pas. Donc je sais pas pourquoi, c'est rigolo, c'est un peu bizarre et ça montre justement aussi le caractère parfois un peu artificiel de tout ça voire beaucoup artificiel. Et j'ai travaillé pendant des années, notamment pour Peugeot. Moi, j'allais dire à Peugeot, j'avais des employés qui allaient, on a développé des logiciels pour eux et tout ça. Et c'est pareil, c'était une grosse boîte, tu vois, c'était important, on s'occupait de tout leur système informatique. Ils ont jamais demandé mon diplôme ou le diplôme de mes employés. Peu importe. De toute façon, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, si tu fais pas du bon boulot, ils prennent un autre prestataire et puis c'est fini. Et comment ils ont décidé de me prendre plutôt qu'une autre entreprise? C'est juste suite à un entretien qui était presque un entretien d'embauche, mais voilà. Sauf que c'était un entretien d'embauche, on n'a jamais parlé de diplôme parce que c'est marrant. C'est vraiment rigolo comme manière de fonctionner. Donc, ça permet de zapper ça. Tu peux réussir parce qu'on va moins te demander des choses que l'on a l'habitude de te demander par habitude. Ensuite, le mythe du travail qui nous passionne. Je donne des chiffres au début du livre, tu vois, qui sont assez édifiants, puisque tu as 24% des gens, 26% des gens en France
qui haïssent leur emploi. D'accord. C'est quand même C'est énorme. Ah ouais. Tu vois, le problème, c'est qu'on nous dit tout le temps, oui, il faut faire un truc qui vous passionne, blablabla. Sauf que quand tu regardes autour de toi, de toute façon, il suffit, faut même pas regarder les chiffres, tu vois. Pose-toi la question, toutes les personnes que je connais, qui est véritablement passionné par son job? Et Ouais. les chiffres montrent que finalement, en France, il y a seulement 9% des employés qui déclarent être passionnés par leur travail, tu vois. Ouais, Donc c'est quand même très, très faible. Et là, on parle d'une étude sur 230 000 employés dans 42 pays. C'est l'étude la plus sérieuse que j'ai pu trouver sur le sujet. Donc là, il faut se rendre à l'évidence, la plupart des gens, ils ont un job alimentaire ou un truc qu'ils aiment bien, mais sans plus. Tu vois, être entrepreneur, se lancer dans un projet qui te tient à cœur, ça peut être vraiment l'occasion de pratiquer pour toi une de tes passions. Ouais, c'est Ensuite, de ne pas voir le travail comme une contrainte et voilà, d'y prendre du plaisir, quoi. ben oui, et puis quoi de mieux que de lancer un projet dans un truc qui te tient à cœur, tu vois. Bien sûr, tu as des contraintes aussi, mais au moins tu es libre de choisir ton domaine, tu vois. Quatrième, la sécurité de l'emploi, la chance du chômage. Bon, de toute façon, plus personne n'y croit, le fait qu'on a une sécurité de l'emploi en étant employé. Je veux dire, à l'époque où on restait 40 ans à la même boîte, c'est révolu depuis longtemps. Donc voilà. Et au contraire, c'est ce que je dis, finalement, le chômage, c'est une chance unique. Aujourd'hui, puisque peut-être pendant 2 ans, tu vas être bon, sauf si t'as pas assez travaillé, mais tu vas avoir des habilités pendant 2 ans, tu vas pouvoir bosser sur ton projet de création d'entreprise. En France, ça fonctionne, hein. Si tu es dans un projet de création d'entreprise, ils considèrent voilà, ils vont pas trop t'embêter parce que ils considèrent que tu es en train de créer ton emploi. Donc tu vas continuer à toucher tes assédiques et en plus, même une fois que tu auras créé, tu pourras continuer à les toucher via certains dispositifs. La cinquième raison, c'est que quand tu es employé, on t'a embauché pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Et que créer sa boîte, c'est une manière d'accomplir ton rêve. Alors après, il y a des rêves de quelqu'un d'autre qui sont tout à fait honorables et motivants à accomplir, hein. Je dis par exemple SpaceX d'Elon Musk, lui, son objectif, c'est d'envoyer 1 million d'êtres humains sur Mars pour avoir une solution de secours au cas où il y a quelque chose de mauvais qui se passe ici. Moi, j'adorerais travailler à SpaceX, hein. Je pense que si je pouvais apporter quelque chose, ça me dérangerait pas trop d'être employé et même de vouloir gravir les échelons parce que je trouve que c'est une mission inspirante. Mais faut se rendre à l'évidence, la plupart des entreprises, elles n'ont pas une mission aussi inspirante et ça fait pas rêver plus que ça les employés. Pareil, tu vois, Tesla, son but, c'est d'avoir le maximum de voitures électriques dans le monde pour sauver le monde d'une pénurie de pétrole et de la pollution. C'est magnifique. Ça, ok. Mais la plupart des employés adhèrent pas vraiment à la mission de l'entreprise. Et il faut qu'ils se rendent compte que ils travaillent à bâtir le rêve de quelqu'un d'autre et souvent un rêve dans lequel ils ne croient pas vraiment. Enfin voilà, il y a plein d'autres raisons, je ne vais pas toutes les donner. Être salarié, c'est un locataire qui paie le prêt de son propriétaire. Parce que je veux dire, c'est mathématique. Pour qu'une entreprise soit rentable, il faut que tu lui rapportes plus que ce que te coûte ton salaire. C'est obligatoire, sinon tu n'es pas rentable. Donc tu es toujours, en tant qu'employé, moins payé que ce que tu vaux. Et le truc aussi, c'est que tu bâtis quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Moi, par exemple, ma première entreprise, je l'ai vendue sous forme de 3 portefeuilles clients à la fin des 10 ans. J'avais 3 employés. Moi, j'ai touché l'argent de la vente. Les employés, ils n'ont rien touché. Ouais. Et c'est normal, puisque c'est moi qui ai pris le risque, tu vois, de créer cette boîte à 18 ans. J'ai pris des risques importants. C'est moi qui avait la responsabilité de plein de choses. Mais les employés doivent se rendre compte de ça, tu vois. Peut-être qu'ils préfèrent effectivement être plus cool par rapport à ça qu'un entrepreneur, mais la vérité, c'est que voilà, ils ont aussi contribué à apporter de la valeur dans un truc qui au final m'a rapporté de l'argent quand je l'ai revendu. D'accord. Et en fait, tu penses que les gens restent salariés parce qu'ils cherchent la sécurité, une certaine forme de sécurité? Et du coup, est-ce que tu penses que créer son entreprise, c'est si risqué que ça? Alors justement, c'est ça qui est génial, c'est que tu as un énorme mythe autour de la création d'entreprise et j'en parle aussi dans la 3e partie. J'ai pensé à tout, tu vois, parce que je sais un peu ce que les gens peuvent dire par rapport à ça. Le mythe, c'est quoi? On sait, en fait, c'est pas un mythe. On sait que 50% à peu près des entreprises mettent la clé sous la porte au bout de 5 ans. C'est un chiffre qui varie très peu d'une année à l'autre. On va dire ça peut être 48 ou 52, mais c'est autour de 50. Donc souvent, et c'est là où est le mythe, c'est qu'on va interpréter ce chiffre comme étant il y a une entreprise sur 2 qui se casse la gueule dans les 5 ans. C'est pas vrai, parce qu'il faut après s'interroger sur le pourquoi de la disparition de l'entreprise. Et quand tu regardes les chiffres, il y a eu une étude très intéressante qui a été faite où on se rend compte que déjà, donc sur les 100% d'entreprises créées, il y a 4% des entreprises qui disparaissent, certes, mais pour des situations qui sont décrites comme favorables. Donc création d'une autre entreprise, changement de catégorie juridique, acceptation d'un poste salarié, etc., etc. D'accord. Ensuite,
Ouais. Et donc ensuite, du coup déjà rien que ça, donc ça fait 14% en fait sur les 52. Et donc là c'était 52% cette année, hein, d'échecs. Donc il te reste 38% déjà d'entreprises qui entrent dans la case échec économique. Déjà c'est un peu plus d'un tiers, ça fait déjà moins peur, tu vois. Ensuite, quand tu fais une cessation économique, tu as deux grosses manières d'arrêter. Tu peux soit cesser l'activité parce que tu penses que c'est pas viable mais tu n'as aucune dette, donc tu sors de là, tu n'as pas de dette. Soit tu fais une faillite parce que tu peux pas rembourser les dettes justement. Et tu te mets en faillite parce que tu dis voilà, l'administrateur judiciaire, voilà, je suis désolé, je dois payer un tel, mais j'ai plus d'argent, je peux plus rien faire. Donc déjà, entre les deux cas de figure, c'est pas du tout la même chose. Euh, donc donc tu as 38% des échecs économiques sans... oh pardon, j'ai oublié. Tu as 10% des fermetures qui sont sans lien avec les difficultés classiques des jeunes entreprises. Donc, c'est-à-dire que ça peut être un problème de santé, ça peut être le fait que tu as créé ta boîte à la base, c'était juste un truc administratif, tu n'avais pas l'intention d'en faire une vraie boîte, tu l'as mis en sommeil ou l'exploitant est mort, etc., etc. Donc, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la santé en tant que telle. Donc, ça, plus l'effet favorable, c'est 14%. Du coup, il reste 38% d'entreprises qui mettent la clé sous la porte suite à un échec économique. Et sur ces 38, il y en a 57% qui mettent la clé sous la porte sans avoir de difficultés économiques. C'est-à-dire qu'ils ne sentent pas l'affaire, mais ils vont pas partir avec des dettes pour autant. Il reste donc eh bien, un petit 40% de ces 38%, c'est-à-dire donc, wait for it, 15,2% des entreprises créées qui font véritablement une faillite. D'accord. Donc ça fait moins peur que les 50% qu'on voit, oui. qu'on entend, quoi, initialement. Exactement. Donc, on sait qu'effectivement, tu as une chance sur deux que ta boîte sera plus là dans 5 ans, mais il y a beaucoup moins de chances que tu t'en sortes, que tu aies vraiment un problème et que tu aies des dettes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quel est le niveau de dette moyen des gens qui font une faillite, tu vois. Et finalement, c'est beaucoup moins que ceux qu'on pourrait croire, puisque donc, la dette moyenne est estimée à 8 509 000 euros. C'est quand même pas démentiel, tu vois. Ok, c'est casse-pied à rembourser, mais c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable. Et puis, pour ceux qui ont fait donc une vraie faillite, tu as en moyenne 10 à 11 000 euros de dette. Donc, c'est ça qui est impressionnant, tu vois, c'est que au final, te retrouver avec ce niveau de dette de 11 000 euros, ça a que 10% de chance de t'arriver. Et même si ça t'arrive, ça sera au bout de plusieurs années. Et c'est, selon moi, une manière extraordinaire d'acquérir de l'expérience à un coût qui est largement inférieur à celui d'une année d'école de commerce. C'est ce que j'allais dire, c'est le coût d'une formation d'entrepreneur. Oui. Quoi. Un premier c'est échec. Une formation d'entrepreneur. Mais avec, en plus, c'est tellement plus fort parce que tu as été sur le terrain, tu as été vu. Et généralement, quand tu as fait un échec comme ça t'a appris tellement de choses, tu es prêt à repartir. Enfin, pas forcément psychologiquement, il faut peut-être un peu de temps pour récupérer, mais normalement, tu repars et tu vas pas faire les mêmes erreurs, tu vois. Et tu vois, quand tu regardes ces chiffres-là, tu te rends compte que c'est pas si flippant que ça, en fait. Ouais, tu n'as que 15%, t'as que 10% de chance d'avoir vraiment une dette importante, enfin, importante, 11 000 euros. Bon, en sachant que, bien sûr, ça cache des disparités, il y en a qui ont vraiment des grosses dettes, mais voilà, ça reste quand même anecdotique par rapport au total des entreprises créées. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, tu as des moyens de créer ta boîte en minimisant les risques au maximum, en maximisant tes chances de succès, en sachant qu'il y aura toujours des risques, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Mais tu vois, souvent, un autre mythe aussi, c'est de croire que les entrepreneurs à succès, ce sont des espèces de kamikazes, ils se mettent un bandana là autour de la tête, ils mettent le couteau entre les dents et ils foncent dans le temps en banzai, et puis en ayant brûlé leur verso derrière eux, comme ça c'est soit ils gagnent, soit ils meurent, il n'y a pas d'autre choix. Mais ça c'est un mythe, hein. La plupart des entrepreneurs à succès ne sont pas du tout comme ça. C'est vrai qu'ils prennent des risques, mais ils prennent des risques mesurés. Ils ont souvent un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, un plan F, au cas où il y a quelque chose qui ne va pas. Et si ils se plantent, ils envisagent le scénario du pire, ils font en sorte que même si ça arrive, ils ne séparent pas trop de plumes tout simplement. Et c'est possible de mettre en place des méthodologies, des solutions pour maximiser tes chances et réduire tes problèmes si jamais tu te plantes. Ouais. Et il y a un autre, je ne sais pas si c'est un mythe, mais une des raisons pour lesquelles certaines personnes ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat et restent salariées, on a toujours l'impression qu'il faut une mise de départ pour se lancer dans l'entrepreneuriat, et donc c'est un peu réservé aux riches, où il faut mettre un peu d'argent de côté pour se lancer. Donc voilà, je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Est-ce qu'on peut se créer une entreprise si on n'a pas un rond? Écoute, moi je vais juste te dire quelque chose. Moi j'ai créé ma première boîte à 19 ans. J'étais un adolescent boutonneux, mal habillé comme tout, timide, asocial, j'avais pas un rond. Et j'ai réussi à créer une boîte qui a tenu 10 ans et que j'ai revendue après pour belle somme. Si j'ai fait ça, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Déjà, je vous challenge. Moi, j'y suis arrivé alors que j'avais beaucoup moins d'expérience, de bagou,
d'argent que vous, de relations. J'ai que j'avais rien. J'avais rien. Et j'ai quand même réussi, d'ailleurs, à l'époque, je devais quand même avoir des financements pour cette entreprise. J'ai réussi à obtenir, à l'époque, pour convertir, c'était en francs à l'époque, pour convertir, j'ai dû avoir 15 000 euros au début. J'ai fait 4 quarts. J'ai d'abord convaincu une association d'accompagnement à la création d'entreprise de me prêter de l'argent. Ensuite, j'ai convaincu la banque de me prêter de l'argent grâce à ça, à ce premier prêt, parce que ça a fait effet de levier. Ensuite, j'ai obtenu une autre subvention du gouvernement, pareil en convainquant un jury. Hein. Et la quatrième, c'est que je suis allé prendre mon bâton de pèlerin et j'ai été demandé à tous les membres de ma famille de me prêter de l'argent pour que j'ai un apport personnel. Et voilà, j'avais 18 ans, j'étais timide, j'ai réussi à le faire. Alors franchement, qu'est-ce qui vous empêche de le faire aussi? Le truc, c'est que je donne un exemple, tu vois, de créateurs un peu créatifs. c'est des créateurs créatifs. Et les créateurs de Airbnb que tu dois connaître, au début, ils n'avaient pas d'argent, ils avaient besoin de fonds pour démarrer leur start-up. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était à l'époque, c'était en 2008. À l'époque, c'était la campagne présidentielle entre Barack Obama et McCain. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est pour te montrer un peu que quand on veut, on peut. Ils ont eu l'idée de créer des boîtes de céréales. Il y avait les Obama O et les McCain, je sais plus quoi. Zut, j'arrive pas à retrouver la page. Mais c'est trop marrant. Et ils ont vendu ça. Ils ont vendu ça sur le web. Et les Obama O se sont arrachés comme des petits pains. Ils ont eu, je sais plus quoi, 20 ou 30 000 dollars. Grâce à leur boîte de céréales, et ça leur a donné assez d'argent pour mettre la tête hors de l'eau et puis continuer leur petit bonhomme de chemin. Donc c'est bon, j'arrive pas à retrouver la page, c'est pas grave, mais ah bah si, c'est là. Tu vois, je peux même le montrer là, tu vois. On voit ici leur boîte de céréales. Donc là il y a Obama et là il y a Captain McCain, tu vois. Et donc ils ont gagné 30 000 dollars en vendant ces boîtes-là. Et c'est juste pour te dire, tu vois, quand tu veux, tu peux. Faut arrêter aussi un moment de se mettre des bâtons dans les roues. Le problème, c'est que tous les gens qui réfléchissent trop et qui disent mon Dieu, comment je vais faire, pendant ce temps-là, t'as des gens qui réfléchissent moins et qui y vont, tu vois. Et voilà. Et je dis pas qu'il faut pas réfléchir et il faut y aller en mode kamikaze, encore une fois. Mais il y a aussi une limite, si tu veux, en termes de réflexion que tu dois avoir. Il y a un moment, c'est bien d'avoir réfléchi. Si tu n'agis pas, c'est juste de la masturbation intellectuelle. Ça fait peut-être du bien, mais c'est pas ça qui va te faire avancer. Donc voilà. Et puis au-delà de ça, il y a des tas de méthodes aujourd'hui qui te permettent de créer une boîte avec un très très faible investissement. Internet, c'est incroyable. Ça nous donne des outils, c'est inimaginable. Il y a 20 ans, je veux dire, il y a 20 ans, pour la même quantité d'efforts qu'il fallait il y a 20 ans pour créer une petite boîte locale, aujourd'hui, tu peux créer une multinationale. Moi, j'ai des clients dans le monde entier, dans des pays, tu t'imagines même pas que c'est possible. Il y a des francophones partout. Je veux dire, j'ai des clients en Chine, au Brésil, aux États-Unis, alors qu'on se dirait, mais pourquoi? Mais parce que tu as des Français qui vivent là-bas, puis des Belges, des Suisses, des Québécois, tu vois. Et j'ai des clients en tous les dom-toms, et pareil pour mon audience, j'ai une énorme audience en Afrique, par exemple. C'est fou. Donc, on a des outils aujourd'hui extraordinaires et tu peux mettre en place des tests concrets sur le terrain tout en ayant très peu d'investissement et puis en faisant ça à côté, si tu veux, de ton job ou tes études. Même, tu vois, moi, quand j'ai créé ma première boîte, c'était en 2000. Et tu peux te dire, c'est quand même audacieux, tu vois, le mec, il a 18 ans, il arrête l'école, il a pas son bac, il veut créer sa boîte. Mais j'ai pas fait ça sur un coup de tête non plus. J'avais fait une expérience concrète sur le terrain qui m'avait montré que c'était possible. Et qu'est-ce que c'était cette expérience? C'est que donc j'étais timide à l'époque, comme je te l'ai dit, un peu asocial, donc j'étais à fond dans les ordinateurs. J'avais développé moi-même des compétences informatiques. Et avec un des quelques amis que j'avais à l'époque, on avait remarqué qu'on nous demandait souvent, tu vois, de dépanner des problèmes qui paraissaient insurmontables aux gens et que nous, on résolvait comme ça. Et on s'est dit, pourquoi on ne gagnerait pas de l'argent avec ça? Et on a fait un test. On a passé une petite annonce dans un journal d'annonce local. C'était en 99, c'était encore en francs. À l'époque, on a investi 60 francs et on a eu 5 000 francs de chiffre d'affaires en un mois. Et je peux te dire, quand tu as 18 ans et que tu gagnes 50 francs d'argent par semaine, tu fais « Ouh, pas mal !» Et ça, ce test, c'était concret. J'ai vu qu'il y avait vraiment une demande pour mon idée et que les gens, j'ai vu rencontrer les clients. J'étais chez eux, ils m'ont payé, ils m'ont donné de l'argent dans mes mains. Ça m'a donné la confiance nécessaire pour me dire oui, moi je peux le faire puisque je suis arrivé là et les gens étaient contents. Et deux, il y a une demande. Et donc c'est ça qui m'a donné la confiance nécessaire pour dire ok, j'arrête l'école et je me lance là-dedans. Mon ami lui a préféré continuer par le cursus classique et j'ai continué tout seul à créer cette boîte tout simplement. Super. Donc voilà. C'est la question que je vous pose. Quelle expérience simple et concrète vous pourriez faire pour vous connecter vraiment à la réalité du terrain? Et c'est toutes les sens de la méthodologie du Lean Startup, qui est une méthodologie qui vient de la Silicon Valley et qui consiste
C'est marrant parce que j'ai fait une startup avant même que ça soit défini. J'étais un peu comme Monsieur Jourdain, quoi, tu vois, je faisais de la prose sans le savoir. Mais ça a toujours été mon approche. Tâter le terrain, voir, mais concrètement, tu vois, vraiment pas dans sa chambre, pas faire des plans. Et l'étude de marché suffit pas. Il faut vraiment, c'est bien l'étude de marché, c'est un facteur pour réduire l'incertitude, mais c'est loin d'être suffisant. Et il n'y a rien de tel que la véritable expérience de terrain où les gens t'ont donné de l'argent pour voir vraiment ce qui va se passer. Tu penses que si les entreprises qui ont échoué, on va dire, avaient mis ça en place, le taux d'échec des entreprises serait beaucoup plus faible aujourd'hui? Oui, complètement. C'est une Ça méthodologie pourrait... qui est pas assez développée. Puis tu sais, j'ai fait partie du jury d'une structure de financement d'entreprise. D'ailleurs, la toute première structure qui m'a prêté de l'argent, j'ai intégré leur jury, j'en crois 2 ans après, parce qu'ils avaient besoin d'un entrepreneur, donc pourquoi pas moi. Et j'ai vu passer plus d'une centaine de dossiers. C'est très intéressant de voir un petit peu le mindset. J'ai vu de tout, hein, des jeunes de 18 ans, des moins jeunes de 60 ans, qui créent leur boîte. Et la plupart n'avaient pas ces démarches-là de test. D'accord. Et alors, sur un autre sujet, sur un des thèmes de ton livre que je trouve super intéressant, c'est, alors qui n'est pas dans l'entrepreneuriat, mais qui est plutôt sur l'apprentissage, tu dis qu'on peut, tout au long de sa vie, se former en dehors du système et continuer à apprendre. Juste, voilà, pour ceux qui nous écoutent, tu aurais des petites astuces pour apprendre à apprendre à nous donner? Bien sûr, bah, tu vois, c'est une des grandes tragédies du système éducatif moderne. C'est qu'on peut passer 20 ans ou plus sur les bancs de l'école, on nous apprend jamais à apprendre. Comment t'expliques ça? C'est aberrant quand même. Et donc, alors, bah oui, donc c'est toute l'essence de la deuxième partie de ce que je partage. Il y a des tas de méthodes, tu vois, comme par exemple la répétition espacée. La répétition espacée, je vais te montrer tout simplement avec une application que j'ai sur mon iPhone. Je suis en train d'apprendre le portugais. Ça fait 8 mois que je l'apprends. Il y a 2 semaines, j'étais au Brésil. J'ai parlé portugais devant 1600 personnes. C'était pas mal comme expérience. Et donc voilà, j'utilise Mosalingua sur mon iPhone, tu vois. Ah oui. Et donc, comment ça fonctionne? Je vois ici une carte avec le mot en français. Alors là, je crois que tu le vois à l'envers, mais c'est pas grave. C'est la prune en fait, tu vois. La prune. Et donc, je dois me rappeler du mot en portugais. Donc malheureusement, je me rappelle pas. Alors attends, à moins que ce soit à ameixa. Ameixa. Ok, c'est ça. Amecha. Donc tu vois, c'est Amecha et j'ai des boutons ici. J'ai parfait, bien, difficile, revoir. Donc là, je m'en rappelle parfaitement. Je clique sur parfait. Et ensuite, le logiciel va me montrer la carte à un intervalle qui est plus ou moins rapproché en fonction du bouton sur lequel je clique. En fait, le logiciel essaie de calculer à quel moment je commence à oublier la carte pour me la montrer. Juste à ce moment-là, parce que c'est ça qui va faire en sorte que je m'en rappelle. Tu vois, il y a ce qu'on appelle une courbe de l'oubli. Bon, c'est pas une découverte. On sait que tout ce que on apprend, on finit par l'oublier si on se le remet pas dans la tête en permanence ou si on pratique pas. On a tous appris des trucs qu'on a complètement oubliés parce qu'on n'a pas pratiqué. Et on sait qu'en fait, on oublie 60% de ce qu'on a appris au bout de 9 heures. D'accord. Et donc, c'est une courbe qui est inévitable. C'est comme ça. Et on a besoin de répéter constamment notre savoir pour l'apprendre. Aujourd'hui, avec la répétition espacée, tu as une méthode scientifiquement prouvée qui est bien plus efficace que le processus analogique qu'on utilise à l'école et qui va essayer vraiment de te montrer ce que tu as besoin d'apprendre au bon moment. Et tu vois, donc si je clique sur parfait, le logiciel va peut-être me montrer la carte dans un mois. Mais là, en l'occurrence, comme j'ai fait pas mal d'erreurs sur celle-là, tu vois, je n'étais pas sûr de moi. Il le sait, il a vu toutes les erreurs que j'ai fait avant, il va me le montrer plutôt dans une semaine, tu vois. Il va se dire, ah ouais, ok, là, il le sait, mais c'est parce qu'il l'a vu pendant 5 jours d'affilée. Donc, je vais leur montrer dans pas si longtemps que ça, on verra s'il a vraiment appris, tu vois. Mais on va dire un mois. Si je clique sur bien, il va me la montrer dans une semaine. Si je clique sur difficile, il va me la montrer demain. Si je clique sur revoir, il va me la montrer aujourd'hui. Et c'est ça qui est génial, c'est que rapidement, en fait, tu as une sélection naturelle qui se met en place. Tous les trucs que tu apprends facilement, tu les vois plus. Et tu vois tout le temps en permanence que tu as du mal à apprendre, ce qui fait que c'est très efficace. Alors et puis, c'est systématique, tu vois, c'est calculé. Et tu peux même faire ça de manière analogique avec des feuilles de papier que tu classes en 4 catégories. Mais ça, tu vois, en 1986, tu as eu 50 scientifiques américains qui ont écrit un papier qui dénonçait le fait que l'école avait toujours pas appliqué, mis en pratique la répétition espacée dans le programme. Parce qu'ils disaient, déjà en 86, ça fait des décennies que c'est prouvé comme étant une technique efficace, pourquoi l'école n'utilise pas ça? 30 ans plus tard, on en est toujours au même point. Donc il y a ça, il y a plein d'autres choses. Si tu veux. Une chose aussi qui est importante, tu vois, et qui est importante pour toute la vie, c'est de développer sa volonté. Et ça, on n'en parle pas assez. Ça fait partie d'apprendre à apprendre. Parce que dans tout apprentissage, il y a un moment où tu dois justement être constant,
répéter des choses, tu vois, c'est pas juste du savoir théorique, et même quand c'est du savoir théorique, ça marche aussi, mais ça peut être des gestes, tu vois, et des choses. Et pour ça, il faut se tenir un petit peu, il faut avoir un minimum de discipline. Et on ne parle pas assez de ça. Et depuis déjà plusieurs dizaines d'années, enfin depuis le début des années 2000, il y a toute une recherche scientifique qui s'est mise en place sur la volonté. Et on s'est rendu compte que la volonté est semblable à un muscle et qu'on peut la booster assez facilement. Alors c'est pas, enfin quand je dis facilement, en tout cas c'est simple. Tu vois, c'est pas des trucs compliqués. Et je veux dire, ça peut changer toute une vie. Il y a des études qui montrent que la force de volonté est plus reliée au succès que l'intelligence. Il vaut mieux être moyennement intelligent, avoir beaucoup de volonté, qu'être très intelligent et céder à toutes les tentations. Tu vois. Et donc, ça fait partie de l'apprentissage. Et donc, imagine, tu veux maigrir, tu sais que tu dois faire plus de sport et que tu sais que tu dois manger des salades plutôt que des pizzas. Il y a des tas de situations où tu vas te dire je dois aller à la gym et tu vas être tenté de regarder la télé. Il y a des tas de situations où tu vas être au restaurant, tu veux prendre une salade mais tu es aussi tenté par la pizza. C'est ça la force de volonté, c'est est-ce que tu vas faire le bon choix qui t'avance vers ton objectif ou le choix auquel tu vas céder mais qui va au contraire te freiner par rapport à cet objectif. Si tu peux améliorer ne serait-ce que de 10 à 20% le nombre de fois où tu fais le bon choix, ça peut changer complètement ta vie. Ça peut faire la différence entre toi qui es gros ou toi qui as le bon poids. Ça peut faire la différence entre un livre qui a été écrit ou pas. Parce qu'on sait, tu gagnes 5 minutes par jour, c'est 30 heures sur l'année. C'est presque une semaine de travail. Alors si tu gagnes 2 millions par jour, tu peux créer des chefs-d'œuvre avec ça. Tu peux créer des boîtes, tu peux faire plein de trucs. Bon, donc un exercice, deux hacks simples pour développer la volonté d'un moine Shaolin. Bon, j'exagère un peu quand je dis ça, mais c'est pour attirer votre attention. Déjà, le premier hack, c'est ceci. Un miroir, mais what the fuck, vous êtes en train de vous dire. Et donc, en fait, le miroir, pourquoi j'ai un miroir sur mon bureau qui me permet de me voir, là je me vois, coucou. Eh bien, il y a des études qui montrent que le simple fait qu'il y ait un miroir dans la pièce booste votre productivité et diminue les chances que le risque que vous cédiez aux tentations. Il y a une super étude qui a démarré ce champ de recherche en 78 où en gros il y avait un enfant, enfin ils ont mis plusieurs enfants mais d'affilée, pas en même temps dans une pièce. Le chercheur disait à l'enfant voilà un bonbon, c'était un chamallow. Et le chercheur disait, voilà, je pars pendant 10 minutes. Si tu arrives à tenir pendant 10 minutes, tu auras droit à un deuxième bonbon. Et ils ont fait deux conditions, une condition normale et une condition où il y avait un miroir dans la pièce. Et quand il y avait un miroir dans la pièce, il y avait beaucoup plus d'enfants qui résistaient à la tentation de manger le bonbon. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. La théorie, c'est que quand on se voit, on a davantage conscience de nous-mêmes et que du coup, on a davantage honte, on culpabilise plus quand on est sur le point de céder à une tentation dont on sait qu'elle n'est pas bonne. Sur le long terme, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un hack facile, ça coûte 10 €, vous mettez ça sur votre bureau et on n'en parle plus. Voilà. Voilà. Ensuite, un autre hack extrêmement simple et efficace, vous achetez une friandise que vous adorez. Qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi ta friandise favorite qui se conserve longtemps? Le chocolat, on va dire. Ok, le chocolat. Bah, t'achètes une bonne plaque du chocolat, le meilleur chocolat que tu préfères, tu vois. Tu la mets bien en évidence dans un lieu où tu es souvent, ton bureau, chez toi, peu importe, et tu n'y touches pas pendant des jours. Là, c'est un vrai test de volonté. C'est d'entraîner ta volonté à résister à cette tentation en permanence. Et c'est incroyable. En fait, c'est ça. C'est qu'on s'est rendu compte que la volonté est comme un muscle et que non seulement elle s'épuise tout au long de la journée, mais ça, c'est un autre sujet, mais aussi tu peux l'entraîner exactement quand tu entraînes un muscle à la salle de sport, tout simplement. Alors, je te demande quelques instants, je vais aller chercher justement tu vas voir mes friandises qui me regardent justement là. Hop. Tu vois là, moi j'ai commencé par ça, donc du chocolat blanc noisette, rien que le fait de tenir dans les mains, j'ai envie de le manger, c'est super bon. Bon, toi qui aimes le chocolat, tu sais de quoi je parle. J'ai commencé par 15 jours, comme ça, et au bout de 15 jours, je me suis autorisé à manger ce chocolat. Ensuite, 30 jours, puis je l'ai donné. Puis après 90 jours, qui en fait se sont transformés en 120 jours, et je l'ai jeté parce qu'il était périmé. Donc là, j'ai décidé de monter encore plus le challenge. J'ai acheté un Kinder Bueno. J'ai mangé plein de Kinder Bueno quand j'étais adolescent. J'ose même pas te dire combien, c'est indécent. Et une barre de Lion. Donc tout ça, c'est posé en permanence. Et j'ai pas le droit d'y toucher pendant 180 jours. C'est mon défi. 180 jours, puis après, je sais pas, s'ils sont encore bons, je les donnerai. Et je peux te dire, c'est d'une simplicité. Enfin, je veux dire, c'est compliqué de mettre ça en place, franchement. N'importe qui peut le faire. Tu peux le faire juste après cette interview, aller acheter ta friandise. Et c'est incroyable à quel point ça booste ta volonté. Je le vois. Maintenant, je résiste beaucoup plus à toutes les tentations, notamment gustatives. Je mange beaucoup mieux qu'avant. Et pourtant, déjà, j'étais très intéressé par le fait de manger sainement, mais là, même limite, je dois me forcer pour manger une pizza. J'exagère un peu, mais c'est presque ça. Donc, c'est extrêmement efficace. Voilà ce genre le genre de choses que je partage dans Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Ouais, c'est super.
Mais oui, et De ça, est-ce qu'on découvrir t'en tous parle à ces trucs, l'école? quoi, parce que On comme tu ne dis. t'en Ouais. parle jamais. Ça Ouais, c'est n'existe vrai. pas. Bah, c'est peut-être aussi le côté diplôme, quoi. T'apprends pour l'examen à la fin de l'année. On te demande, comme tu dis, la répétition pour apprendre sur le long terme, elle n'est pas forcément valable dans ce cas-là. T'apprends pour Bien voilà, sûr. le diplôme à court terme. Et je sais pas ce qui reste dans nos têtes de ce qu'on a appris en primaire, Là, les ça sert à Pythagore, les rien, hein. Thalès, les équations. Enfin, pour ma part, c'est les maths qui me sont moins restés, mais ouais. Eh ben, écoute, franchement, merci pour tous ces conseils, Olivier. On a vraiment hâte de découvrir encore plus dans le livre. Une petite dernière question, en fait, c'était pour voilà, aujourd'hui, quelle serait ta recommandation pour quelqu'un qui se lance pour réussir, quoi, pour atteindre ses objectifs en... Pour être sûr dans quoi. pour réussir Ok, mais je peux te répondre même de manière générale. Écoute, il y a un peu plus d'un an, j'ai déménagé et je me suis débarrassé de 95% de mes possessions. Et quand j'ai fait ça, je suis tombé sur un vieux carnet de correspondance de ma dernière année d'école, c'est juste avant que je crée ma boîte. Et dans ce carnet de correspondance, il y avait des coupons pour les retards et des coupons pour les absences maladie. J'avais plus aucun coupon retard. Il n'y en avait plus. Et j'avais épuisé plus de la moitié des coupons maladie. Et je me suis rappelé effectivement qu'à l'époque, j'étais tellement démotivé que je prenais le moindre prétexte pour ne pas aller à l'école. J'avais un rhume, j'y allais pas pendant 2 jours, tu vois. Et ce qui est dingue, c'est qu'après, dans ma carrière d'entrepreneur, si je suis tombé 2 fois malade en 10 ans au point que je pouvais pas aller au boulot, c'était déjà énorme. Je ne crois même pas que je suis tombé malade 2 fois en 10 ans, tu vois. Et finalement, je vais te raconter une anecdote rigolote par rapport à ça. D'ailleurs, à un moment, le directeur me convoque. Il me dit dans son bureau, tu vois, solennel, machin, Olivier, faut qu'on parle. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il me dit voilà, t'es tellement démotivé que tu démotives les profs. C'est ça. Il me dit, il y a des profs, ils veulent plus aller en cours quand t'es là. Je fais waouh! Donc, tu vois, j'avais atteint un niveau exceptionnel quand même. C'était au ah, top c'est... là. C'était incroyable. Mais c'est pour te dire, j'étais affalé sur la table, dans les cours. Mais tu m'aurais vu, mais rien. Apparemment, rien que le fait de me voir, ça décourageait les gens. J'étais devenu méta désespéré. Tu vois, je désespérais les gens autour de moi. Et ce qui est dingue, c'est que quelques mois plus tard, j'étais en train de créer ma boîte et j'avais le feu sacré. J'étais ultra motivé. J'étais inarrêtable. Je voyais une montagne en face de moi. Je fonçais dedans. Je faisais un trou. Et c'est ça qui est fou, c'est que entre le Olivier qui était affalé sur son bureau, qui dormait en cours, et le Olivier ultra motivé qui était inarrêtable, qui a fini par créer sa boîte à 19 ans, c'est la même personne, c'est le même Olivier. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux? Je me suis lancé dans un projet à la fois qui me passionnait, qui me remplissait, qui me challengeait, qui faisait sortir de ma zone de confort et que je voulais absolument, absolument réussir. Ce qui fait que je me suis donné tous les moyens. Et ça qui est incroyable, tu vois, c'est ça le message que j'aimerais faire passer pour quelqu'un qui veut réussir. Tu vois, c'est que quel que soit le niveau d'apathie ou même de désespoir dans lequel tu es aujourd'hui, parce que tu n'aimes pas le système scolaire ou tu n'aimes pas ton boulot, si tu trouves quelque chose qui te passionne vraiment et que tu te mets à fond dedans, un truc qui te challenge, tu vois, qui est dur, tu vois, mais qui en vaut la peine, qui a de la gueule, dans ce cas-là, ça peut te transformer, ça peut te révéler à toi-même, ça peut te changer complètement. Et tu m'aurais vu affaler sur le bureau, tu n'aurais pas parié un copec sur moi, tu te serais dit, le mec, il va finir clodo, il va finir SDF, c'est pas possible, tu vois. Et pourtant, j'avais déjà tout ce potentiel en moi. Et si j'avais pas eu le déclic, il va savoir ce que je serais devenu, je sais rien, tu vois. Mais voilà, c'est ça, trouver ce qui vous donne le feu sacré, ce qui vous rend inarrêtable. Il y a déjà des fois, il y a des gens qui me disent ouais, mais Olivier, moi mon problème, j'ai pas de passion, je fais comment? Bah je dis mais si t'as pas de passion, c'est que t'as pas assez exploré. Il faut que tu fasses d'autres activités, il faut que tu découvres de nouvelles choses, il faut que tu partes un peu à l'aventure, tu vois. Il faut que tu explores, il faut que tu vas trouver un truc qui te plaît. Et puis peut-être même que tu vois, peut-être que t'es passionné, j'en sais rien moi. Peut-être que t'es passionné de cuisine chinoise, mais t'en sais rien parce que t'as jamais testé. Peut-être que t'es passionné de guitare flamenco, mais t'en sais rien parce que t'as jamais fait. Mais explore. Peut-être que t'es le plus grand skieur de tous les temps, mais t'as jamais skié de ta vie. Alors, bouge-toi les fesses. Ok, donc en gros, continuer à se former, trouver le feu sacré, pas avoir peur, et voilà, t'encourages. Et c'est ce que je dis en tout début du chapitre sur l'état d'esprit à avoir pour être entrepreneur. Être imparfait, avoir peur et le faire quand même. Super. Eh ben, écoute, Olivier, merci pour cette interview. J'ai hâte que ton livre sorte pour pouvoir le lire. Et puis, je te souhaite beaucoup de succès à ton Oui, livre. il va être normalement, quand tu publieras la vidéo, il sera déjà disponible, hein, dans toutes les bonnes librairies de Ouais. toute francophonie, y compris l'Afrique. Voilà, donc Et si votre libraire l'a pas, vous le commandez, il sera heureux de l'amener dans vos petites mains super. ou vos grandes mains. Eh ben, merci beaucoup, Olivier.
Et je te souhaite une bonne continuation et beaucoup de succès encore. Merci à toi. À bientôt. Merci, au revoir.